Il y a plus de 7 siècles, un ouragan venu de l'Orient venait troubler le Saint-Siège et les monarques européens. En un éclair, les chevaux mongols, petits et trapus, montés par leurs redoutables cavaliers, faisaient trembler tout le continent européen. Le pire, c'est que le monde occidental ne connaissait quasiment rien de ce peuple nomade, triomphant partout où il passait. En 1245, Jean de Plancarpin, un religieux franciscain italien, part de Lyon pour la Mongolie. Il est envoyé par le pape de l'époque afin de tenter d'empêcher les invasions et les massacres perpétrés par les Mongols, voire pourquoi pas, de les convertir. C'est à Karakorum, situé à 220 km d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie d'aujourd'hui, que Jean a vu pour la première fois le vrai visage de cet empire des steppes. 他们的住宅为圆形，利用木桩和木杆织成帐篷。皇帝、头人和其他达官贵人都非常富有，黄金、白银、丝绸、宝石应有尽有。他们所有人，从最为幼小者到比较年长者，通通都是优秀的射手。 Jean de Plancarpin, qui souhaite observer les Mongols, fait découvrir à l'Occident cet Orient, autrefois coupé de lui par les khitanes. 他们用锋利的武器和剑猛攻，昼夜不停地战斗。有一个人叫成吉思汗，他开始成为上帝面前勇敢的猎人。 Bien que Gengis Khan soit déjà mort à ce moment-là, ses descendants n'ont pas pris le pape au sérieux. Jean de Plancarpin a donc repris le chemin du retour sans réussir à éteindre l'ardent désir de conquête de ces courageux chasseurs. Plusieurs années plus tard, les cavaliers mongols balayent la Perse. La terreur qu'ils font régner sous les sabots de leurs chevaux est l'incarnation, selon eux, de la dignité de leur empire. Un cinquième du territoire mondial fut occupé par les Mongols. De l'océan Pacifique au bord de la mer Noire, du lac Baïkal à la mer de Chine méridionale, le drapeau de l'Empire mongol flottait partout. En 1271, Dadou, le Pékin d'aujourd'hui, est devenu la capitale de l'Empire mongol, dont le maître était Kubilai, le petit-fils de Gengis Khan. La dynastie Yuan a duré moins d'un siècle.
Pourtant, elle a marqué l'ensemble de la Chine avec un esprit d'initiative inédit depuis longtemps. Durant cette période pleine de massacres et de destructions, les 4 grandes inventions de la Chine antique se sont répandues à une vitesse sans précédent, alors que l'astronomie et le occidentaux ont eux aussi commencé à influencer la Chine. Cette dynastie, courte, a laissé derrière elle beaucoup de mystères, y compris la porcelaine bleu et blanc, redécouverte 600 ans plus tard. Chinese porcelain has so perfect and it was so popular all over Asia that it had a dominant, particularly in blue and white. It is, if you like, the luxury of ordinary people across the world. Au musée de Shanghai sont rassemblées plus de 90 porcelaines bleues et blancs, venues de Turquie, d'Iran, des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Chine. Elles ont toutes été fabriquées durant la dynastie Yuan. Parmi les nombreux types de porcelaine issus de toute une variété de fours, la porcelaine bleu et blanc est la plus répandue et la plus prestigieuse. Pourquoi cette porcelaine blanche et sobre, à décor bleu, a eu une telle influence? Les rares porcelaines bleues et blancs de la dynastie Yuan encore existantes n'ont été reconnues comme telles qu'il y a 60 ans. Beaucoup de gens se demandent comment ces objets voluptueux ont pu être créés dans une époque marquée par les guerres et très éloignée du lyrisme des Song, la dynastie précédente. En plein été, les bateaux naviguent nonchalamment sur le Grand Canal. Dans le Yangzhou d'aujourd'hui, bien que le port ne soit plus aussi prospère que dans l'Antiquité, le portique d'honneur, debout au bord du canal, évoque toujours sa splendeur d'autrefois. En 1275, suivant les pas de Jean de Plancarpin, un autre Italien est venu en Chine, Marco Polo. Il allait vivre dans ce pays pendant 17 ans et être fonctionnaire à Yangzhou pendant 3 ans. À ce moment-là, la Chine était imprégnée de Yuanshu, le théâtre de l'époque des Yuan, fait de musique et de poésie. 20 ans après, le Devisement du monde, le livre écrit par Marco Polo, a semé chez les Occidentaux la passion de ce territoire mystérieux. 大石和各种美丽的石头建造了一座宫殿，宫殿所有房间都镀了金，装饰得富丽堂皇。它的酒杯、酒瓶等物品，有些是由漂亮的镀金金属制成的。大汉的金属器具如此之多，简直让人难以置信。 Curieusement, dans les récits de Marco Polo, dont certains doutent de l'authenticité, l'utilisation des porcelaines au sein de la cour n'est pas du tout mentionnée. Mais Su Tianjue, qui fut ministre de la fonction publique de la dynastie Yuan, a aussi écrit que Gengis Khan utilisait des verres en métal doré. La porcelaine n'était-elle donc vraiment pas populaire sous la dynastie Yuan ? Le ciel est vaste et les steppes sont sans limite. Le peuple qui vit ici, ouverte et généreuse. Aux confins sud de la steppe de Silingol, au lever du soleil, la famille de Mankenasong entame le petit déjeuner. Même encore aujourd'hui, ils utilisent peu d'ustensiles en porcelaine
à l'exception de quelques petits bols et assiettes. La porcelaine n'est pas vraiment adaptée à la vie nomade. 现在叫马群，30多个，牛了啥的就是，40、50条，养100多个。 Pour que les bêtes puissent toujours manger de l'herbe fraîche, les bergers doivent se déplacer entre plusieurs pâturages selon les saisons. La porcelaine, lourde et fragile, ne pourrait être qu'un fardeau durant le voyage. Leurs ancêtres, lorsqu'ils galopaient sur le continent eurasiatique, admiraient sans doute davantage le sang et le feu que la porcelaine douce et délicate. Les gens de l'époque disaient « Ce qui plaît à l'empereur, le peuple l'aime encore davantage ». La popularité de la porcelaine sous la dynastie Song était étroitement liée au goût des empereurs. Mais aux yeux des souverains mongols, la soi-disant élégance des Song n'était que le narcissisme des lettrés et l'oraison funèbre des médiocres. Opposée aux dynasties Lia, Jin et à celle des Xia de l'Ouest pendant 300 ans, la dynastie Song a au final été anéantie par la dynastie Yuan. Comment transmettre la civilisation dans le chaos? Quelle direction allait prendre la porcelaine? À ce moment-là, personne n'imaginait que le paradis de porcelaine construit par les Song serait écrasé par les cavaliers mongols. Au musée des céramiques orientales d'Osaka, au Japon, dans une boîte en bois de style japonais, est conservé un trésor national. Un vase Uruchun issu du four Longquan. Il n'a pas été fabriqué sous la dynastie Song, mais sous la dynastie Yuan. Contrairement à une idée répandue, les Mongols n'ont pas détruit toutes les porcelaines. En plein automne, les trolls de Chine sont déjà toutes fanées. Mais la steppe de Jinlianquan est toujours magnifique. Les vestiges de Chengdu, l'ancienne capitale estivale de la dynastie Yuan, ont été éclat culturel mondial. Mais ces ruines ne peuvent cacher sa solitude et son abandon. En mars 1260, Kubilai Khan est monté ici, sur le trône. Il a ensuite désigné Pékin comme capitale sous le nom de Dadu et a commencé un système de tours d'inspection entre les deux capitales. À l'époque, la moindre agitation du continent eurasiatique était forcément plus ou moins liée à l'empire mongol. Mais les vestiges de la dynastie Yuan sont très rares aujourd'hui. De nombreux édifices ont été démolis, sans parler des porcelaines.
Dans un atelier à Roroth, Li Dalong dirige un cours de sculpture. La sculpture est sa spécialité d'origine, mais aujourd'hui sa principale occupation est la porcelaine. 我就觉得特神奇，弄一块泥，捏吧捏吧捏一个造型，然后灰不溜秋的搁到窑里边，一开窑锃亮一个挺漂亮的一个东西。 Au bord du fleuve Tinshui, dans le sud de Roroth, une dizaine de fours donnant sur le sud ont été construits. Il y a 30 ans se trouvait ici un célèbre centre de production de porcelaine. Zhang Xuan, céramiste, était le maître de Li Dalong. 这个地方的碗特别出名，那是土青花，特别典型的带有那种元代风格的那个土青花，但是现在很难找到了。 La prospérité a disparu en un clin d'œil. Aujourd'hui, ce lieu autrefois très fréquenté est désert. Mais Li Dalong et son maître ne veulent pas l'abandonner. Les archives leur ont réservé une surprise. Il y a plus de 500 ans, ce lieu était l'un des plus grands centres de production de céramique au nord de la Grande Muraille. La plupart de ces fours, datant des Song et des Yuan, étaient privés. Si on pouvait trouver la vraie origine de la porcelaine bleue et blanc des Yuan, on hypothèse que le peuple des Yuan n'aimait pas la porcelaine. Avant que le mystère de la porcelaine bleue et blanc des Yuan ne soit dévoilé, une autre céramique a surgi devant les yeux du public, le blanc de Chine. Sur la plupart des porcelaines blanc de Chine sont gravés les caractères Shu et Fu. Ont-ils une signification spéciale? La réponse est oui. Shufu désigne l'administration centrale du gouvernement des Yuan, le Shumiyuan, littéralement le conseil privé. 我们讲的枢密院就是这个最高军事机构，比国防部的地位还要高。 Il semble que les blancs de Chine aient été réservés à la cour. Les porcelaines au bureau du conseil privé montraient que le gouvernement des Yuan n'avait pas rejeté la culture des Song, mais lui avait accordé une grande importance. Si les 5 grands fours avaient déjà décliné, d'où sont sorties ces porcelaines de Shufu? Sont-elles aussi des reliques de la dynastie précédente, comme le four Longquan? Longquan, dans la province du Zhejiang. Avant chaque production, Jinping, un vieux porcelainier, préside une cérémonie rituelle en l'honneur du four, car la vie de toute la famille dépend de la qualité des porcelaines produites. Monsieur Din est dur d'oreille et parle peu. Son visage est marqué par les traces du temps. Au village, il est le seul à continuer de chauffer son four avec du bois et non du gaz liquéfié. En 2009, la technique traditionnelle de la cuisson du céladon de Longquan a été classée patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Mais le céladon de Longquan n'a pas de rapport avec la porcelaine blanc de Chine. En général, la plupart des porcelaines de la cour sont issues des fours ou ateliers officiels. En fouillant les archives, un nom a enfin surgi, le bureau de la céramique de Fulian. Si le nom de Fulian vous est inconnu, celui de Jingdezhen vous est sans doute très familier. Jingdezhen dépendait à l'époque du district de Fulian.
Bien que connu depuis le début du XIe siècle, Dingdegen ne figurait pas parmi les 5 fours les plus célèbres de la dynastie Song. Dingdegen est toujours la capitale de la porcelaine et abrite beaucoup de brillants artisans. Sous les routes remplies d'éclats de porcelaine sont cachées d'innombrables histoires. La porcelaine, dès sa naissance, ne s'est jamais séparée de cette ville. La porcelaine et Dingdegen sont liés pour toujours. Au fond de la ruelle, Monsieur Chen, un ancien ouvrier de l'usine nationale de porcelaine Rongxi, façonne des pièces de porcelaine pour arrondir ses fins de mois depuis sa retraite. Les lignes de production modernes permettent la fabrication rapide et en grande quantité de porcelaine. Peu importe que les porcelaines soient destinées à être admirées ou à être utilisées dans la vie quotidienne, tout au long du processus, du travail de la matière brute à la cuisson, en passant par le façonnage et la décoration, des technologies avancées sont utilisées. Les porcelaines fabriquées à la main sont toujours précieuses, mais l'utilisation des machines est une tendance inévitable. C'est à partir de la dynastie Yuan que Dingdegen est devenue la capitale de la porcelaine. En 1278, Wen Tianxiang, connu pour son patriotisme, venait d'être capturé par les Mongols. Avant que les Song du Sud ne soient complètement anéantis, l'Empire mongol a créé sa première administration dédiée à la porcelaine, à Fulian. Son objectif, gérer les porcelaines impériales. Pourquoi les Mongols se sont-ils soudainement épris de ces objets fragiles ? Personne ne sait ce que pensait Kubilai. On ne trouve aucune preuve de sa passion pour la porcelaine. On peut seulement émettre des hypothèses. Tout d'abord, les guerres et le commerce de porcelaine, lui, est l'un des secteurs les plus rentables. Ensuite, dès qu'il eut conquis la Chine centrale, Kubilai a appelé à suivre les valeurs du confucianisme. C'est donc fort possible qu'il se soit sinisé au contact de la culture de la dynastie Song. Par ailleurs, le blanc est la couleur des nuages et des moutons qui décoraient la vie quotidienne des Mongols. La porcelaine blanche à décor bleu de Dingdegen correspondait également à leur culte du bleu. Mais pour les Mongols, les artisans étaient aussi importants sur le plan économique.游牧民族啊，它基本上没有独立的手工业，保护工匠呢，实际上就出于他们经济上的需要。Au fil de l'alternance des dynasties, seuls les artisans pouvaient échapper au massacre par les cavaliers mongols. Selon les archives, en renversant la dynastie Jin, les Mongols ont récupéré 720 000 artisans. En renversant les Song du Sud, elle en a obtenu 420 000 de plus. En fait, beaucoup de fours du Nord ont été déménagés au Sud dès les premières défaites des Song du Nord. Dingdegen est ainsi devenu un centre porcelainier. Mais le bureau de la a rencontré un grave problème.
qui servaient de matière première pour la fabrication des porcelaines étaient presque épuisées. Que vous aimiez les paysages naturels ou les sites historiques, Yaoli, au nord de Dingdegen, est un lieu incontournable. Même avant la dynastie Tang, il y a 1500 ans, les céramiques produites dans ce bourg isolé étaient déjà très prestigieuses. Monsieur Wu était aussi porcelainier quand il était jeune. Aujourd'hui, il ne lui reste que quelques porcelaines en souvenir de son ancienne usine. Le thé est le nouveau lieu qu'il fréquente. À Dingdegen, tout est lié à la porcelaine. Elle n'est pas seulement un objet, elle est aussi le sang et le corps de la ville. L'usine où travaillait Monsieur Wu se situe dans le village de Gaolin, près de Yaoli. À part ses beaux paysages, l'endroit n'a à première vue rien de spécial à offrir. Mais les fosses et la colline à l'extérieur du village sont de véritables trésors. La terre de ce village, Gaolin, a donné son nom au kaolin en français, un véritable cadeau du ciel. Vers la fin du XIIIe siècle, lorsque les pierres de Dingdegen ne pouvaient plus répondre à la demande de production, quelqu'un a découvert ce sol blanc, plus pur, fin et solide que la terre utilisée d'ordinaire pour la porcelaine. Ces qualités permettaient de produire des porcelaines de grande taille. La découverte de cette nouvelle matière a marqué l'histoire de la céramique. Désormais, le kaolin est devenu le nom unique de cette matière. Grâce à elle, Dingdegen a pu connaître une renaissance. L'histoire de la porcelaine est entrée dans une nouvelle ère. Peu après, les porcelainiers de Dingdegen ont créé la recette dite binaire, en mélangeant le kaolin et les pierres céramiques traditionnelles dans des proportions définies. Ainsi est né le blanc de Chine, plus solide et qu'on disait blanc comme des œufs d'oie. La dynastie Yuan a alors enfin eu sa propre porcelaine officielle, mais la porcelaine bleu et blanc n'avait alors toujours pas vu le jour.